Mes chers amis, je dois vous faire une petite confidence. Je ne suis pas un agent double de Sa Majesté. Je suis, comme vous, un homme simple au service de la France. Mes chers amis, chers compatriotes de Normandie, nous sommes aujourd'hui rassemblés devant un endroit magnifique qui nous élève tous, car nous contemplons, juste derrière nous, 14 siècles de l'histoire de France et de l'histoire de notre civilisation. C'est le labeur des paysans, c'est le travail des tailleurs de pierre, c'est la prière des moines qui ont édifié le Mont Saint-Michel, qui aujourd'hui est le monument protecteur de la France, symbole de la France éternelle, symbole de la France qui ne veut pas mourir. Et c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui. Le Mont Saint-Michel, entre terre, mer et ciel, fait partie de cet immense patrimoine, de cet héritage magnifique qu'il nous appartient de chérir et de transmettre. Et c'est notre ambition, transmettre la France, restaurer la France, retrouver les droits fondamentaux des Français. Il est des jours qui comptent particulièrement dans une vie. Et pour moi, celui-ci en est un. Je le dis avec à la fois beaucoup d'enthousiasme et, je dois le dire, un peu d'émotion. Le premier jour d'une nouvelle vie politique, mais évidemment, et vous le savez, la continuité d'un engagement. Le premier jour, pour moi, d'un grand combat collectif qu'il nous appartient à tous de rendre historique. Comme vous, je suis ici parce que j'ai répondu à un appel, celui du devoir, celui d'être où il faut lorsqu'il s'agit de rester soi-même et pour que la France reste la France. J'ai fait ce choix et l'élection présidentielle, c'est la personnification d'une idée, d'une vision et d'une grande vision en soutenant un homme qui a décidé d'incarner cette idée par un mot, et même par un mot d'ordre, reconquête. Oui, comme vous, j'ai choisi de soutenir Éric Zemmour. Nous avons assisté depuis 5 mois, inexorablement et suscitant l'effroi de bien de nos adversaires, à la rencontre entre le peuple de France et un homme, Éric Zemmour, qui a montré des qualités exceptionnelles. Des qualités humaines, bien sûr, mais plus encore, 4 vertus cardinales, 4 vertus politiques majeures. Il est l'homme de la clarté, il est l'homme de la sincérité, il est l'homme de la combativité, et il est celui qui est capable de rassembler, qui veut rassembler, qui peut rassembler et qui sait rassembler. Homme de la clarté, Éric Zemmour a une vision de la France. Il la voit à la fois telle qu'elle est aujourd'hui, et parfois, bien sûr, comme nous tous, pour s'en désoler, telle qu'elle a été, première puissance mondiale, et il ne veut pas la voir reléguée à la 2e division avant la disparition. La France aujourd'hui, menacée par l'immigration de masse, menacée par l'islam politique, les Français dépossédés du fruit de leur travail par un État tentaculaire, bureaucratique, spoliateur, qui n'assume plus aucune de ses missions fondamentales, mais qui entrave les énergies dans notre pays. Voilà la hauteur à laquelle Éric Zemmour place le débat dans cette élection. Il est à l'heure de l'histoire. Il est aussi un homme sincère. On pourrait presque dire qu'il est hors piste. C'est tellement extraordinaire que les cyniques pensent que ça pourrait être une stratégie de communication. Mais en réalité, il est capable de sortir des sentiers battus du politiquement correct, capable de s'affranchir de la pensée unique pour dire encore et toujours la vérité. Il parle aux Français et qu'ils soient convaincus ou non, ou pas encore convaincus, tous savent qu'il est sincère. Et cette sincérité est un signal d'autant plus fort qu'elle est singulière.
Il est en train, mes chers amis, de se passer quelque chose. Un homme s'est levé. Homme de la combativité, Éric Zemmour est de ceux qui ne baissent pas la tête, contrairement à ces hommes ou ces femmes prétendument de droite qui passent leur temps à faire des génuflexions sur un chemin de croix idéologique, pavé par la gauche, balisé par les partis de gauche et surveillé par la presse de gauche. Il accepte l'antagonisme, il accepte le conflit, il accepte la joute oratoire, la joute intellectuelle, il accepte la confrontation des idées, c'est-à-dire qu'il restaure la politique au sens le plus noble du terme. Enfin, mes chers amis, il est un rassembleur. Et il est d'abord celui qui rassemble les siens parce qu'il rassemble les Français. Ceux qui croient dans une idée, la nation, ceux qui croient dans une réalité historique, la France, ceux qui croient dans la longue mémoire, notre civilisation européenne. Sortir des vieux partis du système, c'est évidemment l'aspiration profonde d'une majorité de nos compatriotes, lassés de ces vieux partis usés, sclérosés, qui les ont trahis, qui ont renoncé et qui aujourd'hui ne sont plus capables de les défendre. Bref, il est un rassembleur, il est l'homme qui mobilise, qui remobilise, c'est une énergie, Éric Zemmour est cette énergie. Depuis des mois, comme ici aujourd'hui, se rassemblent des foules. Pas simplement pour le rassemblement d'un jour, dans la convivialité, mais en réalité pour mener un combat dans la durée, dans les années qui viennent, pour restaurer la France. Au passage, j'ai un message pour ceux qui se réjouissent du grand remplacement, y compris d'ailleurs quand ils prétendent le nier. Les bobos, les wokistes, les décoloniaux, les islamistes. Je voudrais passer ce message en votre nom à tous. On ne remplace pas les Français. On ne les remplacera jamais. On peut les combattre, on peut les chasser, on peut les tuer. D'autres s'y sont essayés, mais les Français sont irremplaçables. Entre le grand remplacement et le grand retour de la France, nous n'avons pas le moindre doute. Depuis 1500 ans, à la fin, c'est toujours la France qui gagne. Chers amis, je voudrais enfin vous dire que je me suis engagé aux côtés d'Éric Zemmour, avec vous, pas seulement pour faire des discours dans une tribune, mais pour combattre ensemble. Il m'a fait l'immense honneur de me désigner comme vice-président de notre mouvement et je mettrai toute mon ardeur, toute ma détermination, tout mon travail pour poursuivre le magnifique travail, la magnifique œuvre que vous avez déjà réalisée depuis des mois. J'arrive en soutien pour apporter ma pierre à l'édifice, mais je veux saluer solennellement aujourd'hui devant vous ceux qui, il y a quelques mois déjà, avec une lucidité particulière, avec une clairvoyance, dès la première étincelle, ont compris qu'il se passait quelque chose. Dès la première étincelle, ont compris qu'il fallait s'engager et qu'on pouvait, à l'occasion de cette élection présidentielle, à la fois restaurer les Français dans leurs droits fondamentaux et assurer l'avenir de la France. Le plus important, mes chers amis, le plus important est devant nous. Nous devons amener à toutes les énergies à se rassembler, tous ceux qui refusent le village global, tous ceux qui refusent que les hommes soient interchangeables avec partout des passes et des QR codes. Nous voulons la reconquête. Nous voulons la reconquête, c'est-à-dire que nous voulons reprendre ceux dont nous avons été dépossédés. Mais cette reconquête ne sera possible qu'à une condition, redevenir nous-mêmes. Redevenir des Français qui s'engagent pour une lutte historique, des Français fiers, des Français courageux et des Français libres. Vive la Normandie! Vive la Normandie! Vive la République qui ne doit jamais oublier qu'elle est française et surtout, vive la France toujours!
Chers amis, comme je suis heureux d'être avec vous, merci à mon ami Jérôme Rivière d'être là, merci à Philippe de Villiers, merci à Guillaume Pelletier et bienvenue à notre ami Nicolas Bay d'être venu dans sa région, la Normandie. Oui, nous avons bravé le froid, nous avons bravé le vent, nous avons bravé le politiquement correct et nous avons vaincu nos doutes pour nous retrouver tous ici, ensemble. Et le soleil est venu. C'est le soleil d'Austerlitz, mes amis. Oui, je suis heureux d'être enfin avec vous au pied du Mont Saint-Michel. Merci pour votre accueil, merci pour votre chaleur. Nous en avons bien besoin. Chers amis, quel temps, quelle nature, quelle région merveilleuse maritime entre toutes, où nous nous tenions prêts à affronter les vents indomptables, les pluies qui vous fouettent l'âme et ces vagues comme autant de défis lancés à l'esprit d'aventure. Ah, si l'on n'aime pas les intempéries, si l'on veut vivre dans un cocon, vaut mieux ne pas venir ici. Ici, je me sens libre. Et comme je suis venu vous parler de la puissance française face aux menaces de l'histoire, cette atmosphère est le décor idéal pour mon propos. Je voudrais en cet instant vous parler avec mon cœur et vous parler franchement. Je voulais vous confier mon émotion. Quand j'étais gosse, que j'admirais ce Mont Saint-Michel qui est pour moi l'un des plus beaux endroits du monde, j'étais loin, oui, très loin d'imaginer que je me retrouverais un jour devant vous, prenant la parole devant les Français au pied du rocher le plus célèbre de France. J'étais loin d'imaginer que vous répondriez tous présents à mon appel et que nous nous rassemblerions pour défendre la France ensemble. Je suis heureux d'être ici, au Mont Saint-Michel, pas seulement parce que ce château de fées planté dans la mer ressurgit de mes songes d'enfance, mais aussi et surtout en raison de la puissance du symbole que représente ce haut lieu de notre mémoire nationale. Symbole inspirant de la magnificence et de la grâce française, le Mont Saint-Michel, ce signe en altitude de la puissance, celle des vieilles nations pérennes, ces nations qui enjambent les épreuves et se relèvent toujours plus fortes, ces nations qui se redressent de siècle en siècle grâce aux signes et au génie du renouveau, comme disait le général de Gaulle. Quelle île, quel mont, quel joyau. Les premiers chrétiens s'y sont installés il y a 15 siècles. En l'an 709, ils l'ont consacré à Saint-Michel. Précisons tout de suite que Saint-Michel n'est pas n'importe quel saint. Présent dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, il est le chef de l'armée céleste, c'est-à-dire l'ange qui dirige l'armée des anges contre celle des démons dans le combat éternel que se livrent le bien et le mal depuis des millénaires. C'est donc un ange supérieur, un ange militaire, un leader, on dirait aujourd'hui, un protecteur et un berger. La première phrase de la prière à Saint-Michel est « Défendez-nous dans le combat ». Généralement, il est représenté en armure, brandissant le glaive avec lequel il terrassera le diable. Il est la représentation par excellence du combat spirituel. Qu'est-ce qu'un combat spirituel, mes amis? C'est la lutte sans merci
que chaque âme doit mener contre tout ce qui veut la salir, la soumettre, la briser, lui faire perdre son intégrité et sa liberté. Chez les chrétiens, ce combat est le plus grand de tous. L'avenir du monde entier en dépend. Oui, je crois que les nations, elles aussi, ont un combat spirituel à mener. Chaque pays doit en effet défendre son âme, son identité, son indépendance. Alors, vous comprenez mieux le choix de Saint-Michel pour vous parler de la défense de notre pays. La géopolitique n'a jamais été et ne sera jamais un long fleuve tranquille. Le monde n'a jamais été et ne sera jamais un jardin d'enfants où règne une paix universelle et définitive. L'histoire s'écrit grâce au génie humain, mais chacun de ces chapitres comprend son lot de conflits, de tensions, de peurs et parfois souvent de guerres. Le meilleur exemple est le XXe siècle, qui fut à la fois le siècle des progrès les plus inouïs et celui des massacres les plus atroces. Être président de la République, c'est assumer pleinement, en conscience, cette nature risquée, tendue et inquiétante de l'histoire humaine. Être président de la République, c'est savoir regarder le pire pour l'éviter justement. C'est refuser l'optimisme qui aveugle. C'est refuser le pessimisme qui immobilise. Alors, quand on est président de la République, protéger son pays, c'est assurer la sécurité d'un peuple face à des dangers bien réels, des tyrannies prédatrices et des crises imprévisibles. Et notre République en sait quelque chose, elle dont la Constitution a été écrite par un militaire, un homme passé par l'épreuve du feu et dont le destin national s'est forgé dans l'opposition à la barbarie nazie. C'est pourquoi aujourd'hui, en ce lieu, sous la supervision d'un ange qui est l'ennemi du mal, je veux vous parler de puissance. La puissance de la France, un pays qui ne peut en aucun cas se permettre d'être faible. La France est un grand pays par l'histoire, par l'ambition, par la culture et par le savoir-faire, par le rayonnement planétaire. Mais elle est aussi devenue un petit pays par la géographie et la démographie. Songez que le territoire de la Russie est 30 fois plus vaste que le nôtre, celui des États-Unis 18 fois, ceux de la Chine et de l'Australie 14 fois, ceux de l'Inde, de l'Argentine 5 fois, et même celui de l'Algérie 4 fois. Pour qu'une nation aussi modeste en superficie reste et demeure une puissance mondiale influente, il faut que notre peuple ait la volonté d'être puissant et qu'il développe un réel talent pour la conquête politique, civilisationnelle et culturelle. Cette volonté et ce talent, nous sommes en train de les perdre. Certains disent même que nous les avons d'ores et déjà perdus, que notre passé glorieux n'est plus qu'un souvenir et que si nous voulons survivre, nous devons désormais nous réfugier dans les bras de l'Union européenne, de l'Allemagne, de l'OTAN, que sais-je encore. L'esprit de défaite est terriblement inventif et il trouve toujours de nouveaux empereurs devant lesquels mettre un genou à terre. Voyez l'attitude d'Emmanuel Macron dans l'affaire de la vente des sous-marins. À aucun moment il n'a été à la hauteur de la situation. On l'a vu tour à tour rouler dans la farine par les États-Unis et par l'Australie, faussement indigné et réellement impuissant, incapable de réagir concrètement, incapable même de faire la moindre déclaration qui aurait marqué les esprits et montré la colère de la France.
Et ce qui est sans doute le plus grave, il a ainsi laissé humilier nos militaires, nos ingénieurs, nos diplomates et à travers eux, le peuple français tout entier. Sur ce dossier, il n'a jamais varié de sa ligne habituelle, affiché sa merveilleuse amitié avec Joe Biden, comme il le fait avec tous les chefs d'État, sans exception, de Biden à Poutine, en passant par le pape François, Angela Merkel ou Justin Trudeau. Macron veut être l'intime des grands de ce monde sans jamais les affronter lorsqu'ils nous marchent dessus, au point de faire paraître la France minuscule. Reconnaissons-lui au moins une certaine cohérence. La diplomatie macronienne est parfaitement conforme à sa politique intérieure. Beaucoup de slogans, beaucoup d'optimisme, une autosatisfaction permanente et en fin du compte, le vide. Comme je le disais lors de mon discours de Villepinte, en 2017, la France a élu le néant et elle est tombée dedans. L'ennui est que cette vacuité en géopolitique a un nom, elle s'appelle la défaite. Toute ma vie, j'ai combattu et toute ma vie, je combattrai cette vision de la France vassale, de la France valet, de la France marionnette. Toute ma vie, je combattrai cette vision de la France complice de ceux qui veulent l'affaiblir, la faire plier, lui faire baisser le regard, lui faire perdre son indépendance, sa liberté, sa fierté et son insolence. Cette lutte que j'ai toujours menée par les mots et que je veux désormais mener par les actes est la clé essentielle de ma candidature à l'élection présidentielle. Ma philosophie du rôle international de la France tient en une phrase. Nous avons un devoir de puissance. Oui, je parle bien de devoir. Nous le devons à notre histoire, nous le devons aux Français, nous le devons à nos enfants et à nos petits-enfants. En refusant de nous soumettre à l'un des deux blocs qui se partageaient alors le monde et en nous dotant de l'arme nucléaire, le général de Gaulle nous a confié une mission, garantir que quoi qu'il arrive, quels que soient les coups de théâtre géopolitiques ou les tempêtes militaires autour de nous, notre peuple restera indépendant. Pas neutre, bien entendu. Nous avons des alliés. Nous devrons peut-être un jour leur prêter assistance, mais indépendants, c'est-à-dire refusant absolument d'appartenir à qui que soit d'autre que nous-mêmes, parce que c'est une question d'honneur, mais aussi et surtout parce que c'est une question de survie. Oui, de survie, chers amis, car si l'erreur économique nous ruine, l'erreur géopolitique et militaire nous tue. De ce que nous décidons aujourd'hui dépend entièrement notre attitude dans les prochains conflits. Nous dessinons aujourd'hui les victoires que nous remporterons bientôt ou les débâcles que nous subirons si nous ne faisons rien. Un tacticien disait « Si vous échouez à vous préparer, préparez-vous à échouer ». C'est un adage sévère mais juste. Je souhaite donc, en ce jour si important et devant le Mont-Saint-Michel, vous proposer une ligne stratégique pour notre pays. Je la baptiserai le gaullisme de reconquête. C'est l'expression contemporaine de notre devoir de puissance. Nous connaissons les principes directeurs du gaullisme du XXe siècle. L'indépendance à tout prix, la volonté d'imposer une vision française dans tous les débats du monde et le pari magnifique de la dissuasion nucléaire française. Ces principes, je les conserverai intégralement comme un trésor de la pensée française et j'en moderniserai les moyens d'application. Car sous le général de Gaulle, la France était prospère, elle ne l'est plus. Je ferai tout pour qu'elle le redevienne. Sous le général de Gaulle,
Le rayonnement français était à l'offensive. Nous sommes désormais contraints de nous défendre de toutes parts, à l'intérieur comme à l'extérieur. Nous devons donc nous adapter, être lucides, raisonnables, concrets et nous doter de vrais moyens de notre ambition. Les tirades grandiloquentes des présidents de la République sur le monde qui attendraient la France comme le Messie, sur notre capacité à régler tous les problèmes de la planète, sur notre rôle de donneur de leçons universelles, ne sont pas seulement obsolètes. Elles nous font perdre du temps, de l'argent et de la respectabilité. Oui, mes chers amis, nos adversaires géopolitiques se moquent de nous quand nous trahissons nos intérêts pour faire la morale au monde entier. Parlez à nos soldats, demandez-leur ce qu'ils pensent du sens de certaines de leurs missions. Demandez-leur s'ils sont fiers d'être allés en Libye au prix de notre sécurité, au prix de la stabilité de la région, au prix de l'implantation de Daesh en Libye et au prix de millions de migrants qui ont déferlé sur l'Europe. Est-ce cela une politique internationale digne de la France? Oui, allez voir nos soldats et demandez-leur s'ils veulent mourir au bout du monde pour la notion de droits de l'homme. Tous vous répondront non, je me suis engagé, et seulement pour mourir pour la France. C'est pas possible. On peut pas. Le gaullisme de la reconquête consiste d'abord à concentrer nos forces pour nous relever. Commençons par tenir debout, forts et fiers, invincibles sur notre terrain et à dominer notre propre destin. Je veux donc la grandeur et je veux d'abord celle qui pense à la survie de la nation, bien avant de faire des effets de manche à la tribune de l'ONU. Non, je ne pense pas que tous les pays se valent. Nous avons le droit en tant que citoyens et j'ai les devoirs en tant que candidat à la présidence de la République de penser que les intérêts des Français sont le but ultime de toute politique. En tant que président de la République, j'aurai le devoir de considérer que sur la scène internationale, la puissance de la France est la chose la plus importante au monde. Et cette puissance, mes amis, nous l'obtiendrons d'abord grâce à notre armée et à notre diplomatie. L'armée tout d'abord. L'armée tout d'abord. Devant le Mont-Saint-Michel, qui est le saint patron de nos parachutistes, je veux rendre hommage à nos soldats et à tous ceux qui sont morts pour la France. Je me souviendrai longtemps de la veille de Noël que j'ai passée avec notre armée à Abidjan. Je veux le dire avec des mots simples et cette idée me blesse profondément. Notre armée souffre. Elle souffre d'un manque d'hommes, elle souffre d'un manque de moyens, de munitions, de chars, de drones, de frégates. Et surtout, elle souffre d'un manque de vision stratégique de la part du chef de l'État et d'un manque de considération de la plupart des politiciens professionnels. Nos soldats ne doivent plus être les variables d'ajustement d'une diplomatie inepte et d'une politique de sécurité intérieure aberrante. L'inventaire est terrible. Chaque jour, sur le terrain, nos hommes sont dépendants des États-Unis, que ce soit pour le renseignement, pour débusquer des terroristes par satellite dans la logistique ou pour acheminer le matériel nécessaire jusqu'aux zones de conflit. Pour bien comprendre notre situation, sachez qu'à l'heure actuelle, en cas de conflit majeur face à un État puissant, nous serions à court de munitions en 3 jours. 3 jours. Aucune guerre ne dure 3 jours, mes amis, ce qui signifie à ce jour que nous sommes purement et simplement en position de perdre la prochaine guerre. Les défaitistes vous diront « Oh, tout va bien, il n'y a pas de grande guerre à l'horizon ».
L'Europe nous assure la paix et l'Amérique viendra toujours nous sauver. Mais pas du tout. L'Europe est un fantôme sur le plan militaire et l'Amérique de Donald Trump a eu l'intelligence de se replier sur ses bases au lieu de gesticuler aux quatre coins du monde. Mes amis, je vous le dis, nous ne sommes protégés par personne. Nous devons nous protéger nous-mêmes de manière suffisante et autonome. Et soyez certains que l'histoire sera aussi généreuse en coups du sort à l'avenir qu'elle l'a été par le passé. Notre devoir de puissance est aussi un devoir de prudence. Élu président, je serai donc exigeant. Je veux que le ministère de la Défense puisse bénéficier d'un budget de 70 milliards d'euros en 2030. Nous l'augmenterons donc de 3,6 milliards par an pour arriver à ce total qui n'est pas un luxe, mais un minimum vital. Je veux que notre armée de terre puisse compter sur 100 000 hommes en 2027. Je veux que notre armée de terre dispose de 300 avions de chasse en 2040. Je veux que notre marine puisse posséder 2 porte-avions et non pas un seul. 20 frégates et 8 sous-marins nucléaires d'attaque. Pour financer un plan aussi ambitieux, je ferai des économies ailleurs. Est-ce normal que le gouvernement fasse des chèques cadeaux d'aide au développement de 140 millions d'euros à la Chine, la 2e puissance du monde, pendant que nos soldats manquent de munitions pour nous défendre? Mon quinquennat sera celui de la lutte impitoyable contre le gaspillage bureaucratique. J'en ferai une des missions essentielles de ma présidence et cette réforme systémique durera 5 ans. Renouer avec la puissance, mes amis, passera aussi par la diplomatie. Elle doit être mise tout entière au service de nos intérêts. Le temps des fantasmes et des chimères est terminé. Nous n'aiderons plus que des alliés indéfectibles. Et si cette aide ne nuit pas à nos intérêts, distribuer des chèques à toutes les nations du monde pour avoir l'air généreux, c'est du tourisme idéologique. C'est l'assurance de saccager le pouvoir d'achat des Français et c'est transformer ces pays en assistés et donc les enfoncer dans une misère irréversible. Nous ne voulons pas plus d'assistanat chez nous que d'assistanat mondial. La France n'est pas une ONG. La France n'est pas la banque de ceux qui n'ont pas de banque. Imaginez, mes chers amis, je vous le répète et je ne vous le répéterai jamais assez, qu'en pleine crise du Covid, Emmanuel Macron a donné 140 millions d'euros à la Chine sous prétexte de l'aider à se développer. Oui, à se développer alors qu'elle est aujourd'hui la 2e puissance économique mondiale. Chaque année, la France verse 13 milliards 600 millions d'aide publique au développement. 13 milliards 600 millions d'euros. Et pourquoi? Pour stabiliser les pays concernés et éviter que leurs ressortissants n'émigrent chez nous. Si seulement c'est 13,6 milliards d'euros qui quittent notre pays chaque année. Une somme dont le contribuable français ne verra jamais les bénéfices alors qu'on lui prend chaque année un argent sans de lui demander son avis. Ce n'est pas cela une diplomatie efficace. Ce n'est pas cela une diplomatie qui défend l'intérêt des Français. Vous le voyez, mes amis, pour retrouver notre puissance, notre diplomatie doit être réorientée sur le plan stratégique. Depuis le général de Gaulle, nous avons vocation à rester libres. Notre vocation
et de ne jamais être l'instrument d'un impérialisme. Et ce mot d'ordre sera respecté à la lettre. Nous ne serons les obligés de personne, ni des Américains, ni de l'OTAN, ni des Russes, ni des Chinois, ni de l'Europe, ni même de l'ONU. Toutes nos décisions seront prises en fonction de nos intérêts et uniquement de nos intérêts pour le plus grand respect de notre indépendance. C'est pourquoi nous quitterons le commandement militaire intégré de l'OTAN. Oui, c'est un acte politique. Oui, c'est un message fort et clair. La France est une puissance d'équilibre à vocation universelle. La France est une puissance militaire nucléaire et elle ne disparaîtra pas. Alors, nous n'accepterons jamais de céder notre siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Nous protégerons notre industrie de défense pour défendre notre puissance et nous protégerons notre puissance pour protéger notre industrie de défense. Car nos partenaires commerciaux veulent acheter leurs armes et leur matériel à une nation indépendante et non à une nation vassalisée. Car si nous acheter des armes revient à acheter des armes aux États-Unis, alors ils les achèteront aux Américains. Oui, nous protégerons toute notre industrie. Je dirais même, nous relèverons notre industrie, notre technologie et notre énergie. Elles sont indissociables. Les trois sont les nerfs de notre puissance. Les trois sont donc prioritaires et elles doivent être pensées ensemble. Oui, notre puissance se crée chaque jour dans nos usines, dans nos ateliers, dans nos laboratoires et dans nos entreprises. Oui, notre puissance se crée chaque jour grâce à l'intelligence des Français, grâce à leur inventivité, grâce à leur courage. Notre puissance existe grâce à nos ingénieurs, grâce à nos ouvriers, nos techniciens, nos chercheurs et nos créatifs. Il nous faut protéger notre industrie de défense sacrifiée par les politiciens sur l'autel de la construction européenne et du couple franco-allemand. Il nous faut protéger nos brevets, nos savoir-faire, notre expérience et les préserver du bradage et de l'espionnage industriel. Nous devons renégocier notre coopération avec l'Allemagne. Il n'est pas normal que des projets communs desservent à ce point nos intérêts. Alors, nous tracerons une ligne rouge infranchissable. Tous les programmes d'armement européens, de chars, d'avions, de canons, devront strictement respecter les intérêts français. Dans le cas contraire, les autres devront se passer de notre participation. Oui, en matière de défense, le rôle de l'État est de protéger notre industrie. Alors, j'imposerai que la commande publique bénéficie à nos armées. Je veux un État qui ne brade pas nos entreprises stratégiques, mais les protège des rachats étrangers. Je veux un ministère des Armées et de l'industrie de défense qui comprend notre appareil militaire et qui protège notre production industrielle et nos savoir-faire technologiques. C'est cela, mettre l'État au service de la puissance française, pour que nos entreprises soient à la pointe de l'innovation technologique, pour qu'elles puissent financer des politiques de recherche et développement. Elles auront besoin de dégager suffisamment de marge. Vous le savez, un grand nombre de mesures de mon programme concernent la capacité de nos fleurons à gagner en puissance financière. Oui, nous avons besoin que la France devienne et redevienne une terre d'invention, un berceau de brevets, un havre pour les inventeurs. Notre pays bénéficiera d'un vivier de génie et cela se ressentira chaque fois que nous devrons nous montrer plus vifs, plus réactifs, plus imaginatifs que nos adversaires. Cet élan militaire et technologique
rejaillira sur notre dynamisme économique général. Notre prospérité nourrira notre sécurité et notre sécurité nourrira notre prospérité. Quand une politique est cohérente, elle l'est intégralement. Pour compléter ce tableau du devoir de puissance et du gaullisme de la reconquête, nous devons également protéger notre énergie nucléaire. En saccageant notre parc de centrales nucléaires, Emmanuel Macron a gravement entamé notre potentiel de défense. Avec moi, le nucléaire restera le pilier central de notre politique énergétique. Quelques-uns d'entre vous connaissent la célèbre lettre que Bernanos écrivit à ses amis en 1942. Ne vous tourmentez donc pas. La France a inventé Jeanne d'Arc, elle a inventé Saint-Just, elle a inventé Clémenceau. Elle n'a pas fini d'en inventer. C'est son affaire. Oui, la volonté de se défendre et le devoir de puissance sont l'affaire de la France. Votre affaire, notre affaire, mon affaire. Oui, c'est notre affaire, mes amis, de continuer de convaincre, de rassembler tous ceux qui aiment passionnément la France. Il nous reste 50 jours, mes amis, et je sais que partout en France, les militants de la reconquête s'activent et commencent déjà à frapper à toutes les portes. Continuez, 50 jours, c'est court, et la France nous regarde. Défendez-nous dans le combat, demandaient les catholiques à Saint-Michel. C'est aussi ce que les Français demandent à leur État quand survient le mauvais temps de l'histoire. Je serai le président d'un État qui répondra présent. Oui, je serai le président du devoir de puissance, le président qui offrira à nos entreprises les meilleures conditions pour la conquête numérique, comme à nos armées les meilleures conditions pour la défense du territoire. Le président de la République qui ne craint rien ni personne, qui suit sa voie avec fierté et qui vivra en paix parce que son peuple veut la paix. Rien ni personne ne nous fera abandonner notre devoir de puissance, d'indépendance et de liberté. Rien ni personne ne nous fera reculer devant le danger, l'adversité et les orages de l'histoire. Il faudrait nous arracher le cœur et ils n'y arriveront pas parce que l'esprit de conquête, c'est nous, la France fière de son armée, la défense de tout ce que nous sommes et de tout ce que nous aimons, la victoire, la reconquête, notre génie militaire. Vive notre génie industriel et notre génie technologique. Vive l'indépendance, vive la puissance, vive la souveraineté, vive la République et surtout, vive la France!